rebranding pour rendre la chose cool. Parce que une personne qui n'est pas dans le domaine, tu lui dis je suis statisticien, bon, il va croire que tu es un comptable plus, tu vois. Alors que quand tu vas dire que tu es data scientist, là, il va plutôt te voir comme un super programmeur, mais il va voir que c'est un truc plus cool. Mais ça sert à rien de partir au Luxembourg pour assurer gagner plus d'argent. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur le point start, le point où le cours on recrée et on réinvente le monde de la data. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial sur ma chaîne qui va vous partager son expérience. Il a des années d'expérience en tant que data scientist, principalement au Luxembourg. J'ai l'honneur d'accueillir Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Natacha, merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être sur ta chaîne. En plus, sur LinkedIn, c'est la personne à suivre, le point stat. Toujours les bons conseils. Non, mais merci à toi Kevin parce que c'est un privilège pour moi de t'accueillir. Si vous ne savez pas, Kevin, il est très présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur LinkedIn, il a un podcast, il est présent sur TikTok, il a une formation. Bref, durant cet échange, il va nous partager son expérience. Et avant de commencer, qui est Kevin pour ceux qui te rencontrent la première fois? Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je suis à la base statisticien, puis data scientist. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la data. Donc, j'ai pu voir les évolutions. Et depuis maintenant à peu près 1 an, je suis formateur. Donc, si vous voulez rentrer dans le domaine de la data science, ou plutôt de la data analyse dans un premier temps, vous pouvez aller sur mon site internet, dataworkers.com. Vous allez voir les différentes formations qu'il y a en ligne. Ah, intéressant. En fait, il y a quelque chose que tu as dit qui me parle, qui est tout très intéressant dans ta présentation. En fait, tu as 10 ans d'expérience, tu as pu voir l'évolution en fait dans le métier de data scientist. On sait tous aujourd'hui que le métier de data scientist, c'est l'un des métiers qui évolue énormément, il y a tellement de technologies. Et aussi, tu as un peu le terme de statisticien au départ. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi la différence pour toi qui existe entre un statisticien et un data scientist? Est-ce que c'est la même chose? Parce que c'est un bon débat qui divise un peu la communauté. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur les sujets. D'accord, bon, parfait. Donc, j'ai commencé en tant que statisticien, mais avant de rentrer sur le marché du travail, j'ai fait des études. Donc, j'ai un bac +5 en statistique, en tant que statisticien. Et quand tu fais des études supérieures de mathématiques, toi, il me semble que tu as fait même une grande école de statistique, donc tu pourras le dire plus que moi. Tu vois des choses assez compliquées comme des modèles bayésiens, des régressions, des modèles linéaires généralisés, bref, plein de mots qui peuvent perdre ton auditoire. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en tant que statisticien, tu vois, dès qu'on dit le mot statisticien, tu penses déjà à la rigueur, aux mathématiques. C'était plus tout ce qui était du sampling, l'échantillonnage, donc de l'échantillonnage, des régressions. Vraiment, il y avait le côté très mathématique. Et puis, on allait utiliser SAS, c'est le logiciel principalement pour effectuer ces régressions, ces modèles mathématiques. Alors que quand on entend data science, on voit déjà quelque chose de un peu plus cool, un peu plus intelligence artificielle, des modèles de machine learning, pouvoir prédire des choses, classifier des clients dans certains groupes, utiliser des données via des API de différentes sources. Mais pour moi, le métier de data scientist, c'est la suite logique de celui du statisticien. C'est juste un rebranding pour rendre la chose cool. Parce que une personne qui n'est pas dans le domaine, tu lui dis je suis statisticien, bon, il va croire que tu es un comptable plus, tu vois. Alors que quand tu vas dire que tu es data scientist, là, il va plutôt te voir comme un super programmeur, mais il va voir que c'est un truc plus cool. Et pour moi, je pense vraiment que c'est juste du rebranding. C'est la même chose. Tous les statisticiens sont des data scientists en puissance, parce que la personne qui fait de la statistique sur un papier avec un crayon, aujourd'hui, tu as besoin de savoir programmer, que ce soit en R, Python, peu importe. Donc, pour toi, si vous résumez, vraiment, le statisticien, c'est... Ah non, le data scientist, c'est le nom cool de statisticien. Pour moi, voilà, c'est juste du rebranding. Attends, on est une étape, parce que maintenant, on est à la fin de l'année 2022, au moment où on enregistre ce podcast, cet épisode, et je sais pas, tu vas me dire comment ça se passe du côté de Paris.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'emplois en tant que data scientist, que c'est plus difficile de trouver une place. Je sais pas si c'est parce que il y a beaucoup moins de postes ou maintenant il y a beaucoup plus de profils data scientist avec toutes ces formations qui sont arrivées à gauche à droite, et c'est beaucoup plus difficile de trouver un poste. Et donc maintenant il y a une espèce de rebranding qui est, je sais pas si tu as entendu parler du terme engineer analytics. Oh. Là, tu veux pas découvrir quelque chose. Analytical engineer. Et maintenant, on veut parler aussi d'un nouveau type de data scientist. Je sais plus, c'est business scientist. Business analyst. Business scientist. Ah, c'est le nouveau. Ça va être un rebranding. Business scientist. Okay. Mais pour moi, tout ça, c'est juste, comme je dis, du rebranding. Si tu as les fondamentaux en statistique et que tu peux programmer, après, tout ça, tu peux faire. Ok. Moi, ce battage est un peu, moi, il y a à peu près 60% de l'analyse sur le sujet. Effectivement, un statisticien, entre guillemets, il a cette compétence statistique, comme tous ces logiciels, il a cette compétence en programmation. Comment dirais-je? Mais la data science, ça va un peu plus que, quand je l'ai dit, que les modèles statistiques de base, tels que la raison logistique, la raison des liens, aussi. Si le statisticien apprend aussi des machines, on va dire la raison des machines, s'il apprend un peu ces modèles-là, là, on va plus faire la data science. Parce que, en général, dans les métiers, les postes de statisticiens, même dans les entreprises, en général, quand on prend des postes de statisticiens, tu vas plus faire des analyses causales, des techniques, quel facteur a un impact digital, on va faire des modèles qui sont plus habiles, explicatifs, en général. Voilà, ce sujet. Mais, au fond, comme tu dis, il y a tellement d'amalgame sur ce terme, de business engineering, il y a tellement d'amalgame que même les entreprises aujourd'hui qui parlent de data science, qui parlent de business analyst, de data engineer, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils mettent sur les métiers qu'ils présentent. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est tout simplement se rassurer que le métier qu'on veut faire soit en adéquation avec les compétences qu'on a actuellement. Complètement d'accord avec toi. Mais, moi aussi, j'aurais un mot à dire, parce que, il me semble que tu as fait une école de statistique, n'est-ce pas? Oui, je fais une école de statistique. Durant tes études, tu as fait des modèles de machine learning. Tu as vu, non? Ouais. Donc, demain, et aujourd'hui, tu occupes un poste de statisticienne ou de data scientist? Aujourd'hui, mon poste, c'est un poste d'analyse quantitative. Data scientist, oui, c'est ça. Oui, voilà, donc analyse quantitative, data scientist, statisticien. Quand on sort de ton école ou d'une formation de statistique, pour moi, tu es capable de tout faire. Oui, tu es capable de tout faire. Là, on est d'accord. Ouais. Ok. Moi, je propose peut-être qu'on parle beaucoup plus de toi. On a parlé déjà de ta formation, tu as une formation de statisticien. Est-ce que tu me parlais un peu de le changement de poste entre statisticien et data scientist? J'ai vu que tu as travaillé pour la Banque du Luxembourg. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Parfait. Alors, je parlais de toutes mes expériences. Donc, quand j'ai commencé en tant que statisticien au Luxembourg, je travaillais dans une entreprise de consulting qui fait partie du groupe Capgemini. Et principalement, je travaillais avec des organismes publics. Donc, en France, il y a l'INSEE qui s'occupe des statistiques, les statistiques et puis l'économie. Ils délivrent des chiffres pour pouvoir donner aux politiques des indicateurs sur la santé de l'économie, calculer des index. Enfin, je faisais la même chose pour l'organisme supranational européen, donc Eurostat, c'est l'équivalent de l'INSEE pour l'Europe, et pour le Statec. Le Statec, c'est l'équivalent de l'INSEE au Luxembourg. Ah, d'accord. Lorsque j'étais en mission, j'ai calculé les indices, par exemple les index des coûts de la vie, des matières premières, pour justement voir l'évolution des salaires par rapport au coût de la vie, le prix du riz, le prix des cigarettes, de l'essence, ainsi de suite. Okay. Tu faisais plus des statistiques publiques, en fait, on m'a dit. Ça. Voilà. Et là, comme tu as dit, tu as parlé d'analyse causale, de modèles mathématiques. J'étais beaucoup plus dans cela. Okay. Alors que
Par la suite, lorsque je travaillais à la Banque de Luxembourg, là, c'était plus des modèles prédictifs, des modèles d'appétence. Ce qu'on appelle des modèles d'appétence, c'est tout simplement le fait de être capable de savoir quelle personne sera attirée par quel type de produit, par exemple. Ouais, ceux qui vont acheter tout cette fois-ci une entreprise à modèle offre, quels sont les clients qui vont souscrire à cette offre? Voilà, exactement. merci de l'avoir résumé. C'est beaucoup mieux. Donc, si, un exemple simple en télécommunication, si j'ai 3 offres, savoir quel client sera susceptible de prendre quelle offre. D'accord, intéressant ça. Et au sein de, là, c'était au sein de la Banque du Luxembourg. Une de mes questions, dans la Banque du Luxembourg, est-ce que tu travailles, avec quel type de métier tu travailles? Vous étiez une équipe complètement data scientist. Je pose attention parce que moi, par exemple, je suis analyste quantitatif et mon rôle, c'est de modéliser, de faire des modèles qui permettent de gérer le risque de la banque. C'est vraiment notre rôle principalement. Maintenant, toi, en tant que data scientist à la Banque du Luxembourg, comment était votre équipe? Avec quel type de métier vous travaillez? Alors, on travaillait comme des consultants. Ah, ok. Donc, on avait une équipe où il y avait des data engineers, des data scientists, des data analysts, et au sein de cette équipe, on allait travailler avec divers métiers, connaître leurs besoins, eux venaient vers nous, et on répondait avec soit des dashboards, lorsqu'il n'y avait pas besoin de créer des modèles avancés, des modèles, comme j'ai parlé, de modèles d'attrition pour savoir quel type de client va être susceptible de souscrire à quel type de besoin. On a fait quoi d'autre? On a fait aussi de l'automatisation. Parce que lorsqu'on est dans une grande entreprise, souvent le problème, c'est qu'il y a des données de partout et on a du mal à les monitorer, à avoir une vision d'une manière mensuelle ou même quotidienne. Ouais, des fois, on a besoin d'avoir une vue peut-être à J-1 ou à J-3 et ça, c'est super compliqué. Donc, on était là pour mettre des workflows en place et faciliter cette vision. D'accord, intéressant. Et ça me fait à te poser une question parce que justement, quand tu étais comme un consultant, on va dire que tu avais des missions précises, tu aidais un peu près. C'est bon, peut-être que je comprends que tu aidais pas mal de business dans la banque. Est-ce que tu peux nous partager en fait déjà, premièrement, un exemple de projet concret sur lesquels tu as travaillé, que tu as pu citer? D'accord. Alors, j'ai une idée. Enfin, j'ai un projet sur lequel j'ai travaillé et j'ai adoré celui-là, il faut que je vous partage parce que je me sentais un peu comme un détective, comme dans un film. Donc, il y avait la police financière qui s'appelle la CSSF au Luxembourg qui s'occupe de réguler le marché, de voir s'il n'y a pas des choses frauduleuses qui se passent. Ils nous avaient demandé de mettre en place un système pour mieux monitorer les activités, voir s'il y a des personnes qui effectuent des fraudes, pouvoir mieux les détecter, parce que le système mis en place ne peut pas zoner. Donc, quand tu parles de police, c'est la police telle que non, c'est un système de régulation. C'est un régulateur, j'ai oublié comment il s'appelle en France, mais en France aussi, il y a un système de régulateur, ça commence par C, c'est quoi ton système? Je vais chercher après. D'accord. Mais j'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Bien. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait en place déjà des cas qu'on avait détectés, des personnes qui avaient déjà commis des fraudes, du blanchiment d'argent. Et basé sur ces personnes-là, on a mis en place différents modèles capables de détecter des personnes qui leur ressemblent, donc il fallait retravailler les données basiques, connaître le nombre de transactions qu'ils effectuaient hors de l'Europe, le nombre de transactions en Europe, le nombre de transactions dans les pays dits à risque. Quand on dit de pays à risque, on peut penser à Russie, Iran, Corée du Nord, les montants que ça représentait. Et une fois qu'on avait toutes ces données et qu'on les avait retravaillées, on a mis en place un modèle de type XGBoost. Donc, c'est des modèles d'arbres ou de forêts aléatoires, un peu, c'est ressemblant. C'est pas ça exactement, mais c'est ce qui ressemble le plus. Et une fois qu'on avait mis cela en place, on était capable de voir les profils qui ressemblaient le plus, les profils qui avaient déjà commis des fraudes. Mais une fois arrivé là, c'était pas fini.
En plus de cela, on a représenté des données via un graphique de social network graphic. Donc c'est des graphiques de réseaux sociaux. Voilà, les graphiques des réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est souvent lorsqu'on veut représenter vous tapez sur Google Visual Network, Social Network, vous allez voir, il y aura des petites boules qui seront reliées les unes aux autres. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Comme ça, lorsqu'on a été avec ce projet, cette mini-application, voir le compliance, c'est le service de conformité, exactement. Lorsqu'on a été voir le service de conformité, qui lui était chargé de travailler, donc de mettre en place ce projet, avec cette mini-application qui montrait les différentes transactions entre les différentes personnes, les personnes à risque, et qui expliquait aussi pourquoi cette personne avait été jugée comme une personne à risque. Et ben, ils étaient super contents, parce que lorsque la CSSF leur posait des questions, là, le régulateur, ils étaient capables de dire oui, alors celui-là, on pense que il fait peut-être du blanchiment d'argent pour telle ou telle raison. Et vous voyez cette transaction. Ouais. Super intéressant. Et justement, la lutte anti-blanchiment, c'est quelque chose qui est, en fait, pour ceux qui sont data scientists dans le secteur bancaire, c'est une des problématiques phares de la banque. Je parle parce que je suis aussi des secteurs bancaires. Je n'ai pas travaillé forcément sur cette problématique, mais les banques veulent de plus en plus savoir détecter rapidement les transactions qui peuvent être frauduleuses pour éviter justement la lutte anti-blanchiment qui arrive. Donc voilà. Maintenant, dans ce qui m'intéresse dans ton profil, c'est que tu es un peu comme un consultant. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience, en fait, par rapport à ça. Parce que lorsqu'on fait un projet de data science, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'un des aspects importants, c'est la communication avec le métier. Toujours. Entre guillemets. Et du coup, pour toi, est-ce que tu as donné un exemple de projet de data science? Là, tu m'as parlé que c'était beau, qui a réussi à marcher. D'accord. Est-ce que tu as des exemples qui n'ont pas du tout marché, et est-ce que tu peux me donner des exemples? Voilà. Oui, j'ai des exemples de projets qui n'ont pas du tout marché, et souvent, c'est simplement parce que le métier te demande quelque chose que tu ne peux pas faire avec les données qui sont disponibles. On pense que le data scientist, c'est un magicien, il va venir et puis tout va se dérouler, mais non. Même ChatGPT qui fait sensation en ce moment, c'est parce qu'ils ont pris des données sur je ne sais pas combien d'années, sur Wikipédia, sur tous les sites, Wikipédia, les réseaux sociaux, Reddit, Stack Overflow, et c'est comme ça que ChatGPT est capable de te donner des réponses. Si t'as pas les données pour ça, eh ben non, c'est pas possible. Là, complètement d'accord. En tout cas, de toute façon, pas de données, pas de modèle, pas de business. Bref, la base, c'est la donnée, effectivement. Et du coup, au-delà de la donnée, est-ce que, par expérience, tu as eu des situations où peut-être le métier ne comprenait pas forcément ce que tu faisais ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des projets qu'on a eu à développer de A à Z, par exemple, et qui finalement ne servent à rien? Est-ce que tu as eu cette expérience-là? Alors, j'ai eu l'expérience d'un métier qui a demandé quelque chose et finalement, t'as pas forcément l'impression que le métier s'en sert, et ça, c'est très frustrant. Parce que tu as mis du cœur, tu as mis du temps, et tu te dis, mais pourquoi ils m'ont demandé ça si finalement, c'est à peine s'ils regardent le résultat et s'ils s'en servent. Mais un projet qui s'est vraiment mal passé, alors que j'avais les données et qu'il y avait tout qui était disponible, ça, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que il faut mettre en place en fait des stratégies où le métier est inclus du début à la fin. Comme ça, dès que tu prends une direction qui ne va pas, ou qui répond pas à ses attentes, parce que peut-être que ce que tu fais, tu penses que ça peut être très intéressant. Pour lui, il dit non, mais ça c'est pas intéressant, on l'a déjà autre part, non. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et là, si chaque semaine, tu as un contact au sein d'une équipe, je dis n'importe quoi, l'équipe marketing, il y a une personne qui suit, à qui tu envoies les résultats, et avec qui tu peux échanger,
impossible que ton projet ne termine pas bien. Ouais, c'est clair que le métier, c'est effectivement Ouais. intéressant, Kevin. Donc maintenant, on a parlé de ton expérience chez Banque du Luxembourg. Maintenant, je veux bien également avoir ton retour sur, on a longuement discuté sur le fait que le métier de data scientist, il y a tellement réfléchir, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui sortent. Comment toi, Kevin, tu définis le métier de data scientist aujourd'hui? Quelles sont les compétences, pour toi, indispensables pour se dire data scientist? C'est une sacrée question que tu me poses. Hein. Ouais. C'est une sacrée question parce que il y a plusieurs profils, je trouve, de data scientist. Ouais. Au début, c'était quelque chose de très très général, mais de plus le temps avance, plus tu vois, il y a des gens qui se spécialisent, par exemple, dans tout ce qui est deep learning, et tu vois que maintenant il y a un métier qui s'appelle machine learning engineer. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, lui, c'était un data scientist, tout simplement. Donc, attends, faut me laisser un petit moment pour réfléchir. Mais toi, tu penses quoi? Bonne question. Bon, qu'est-ce que je pense de ça? En fait, pour moi, aujourd'hui, ce qui est, bon, j'ai mes postes en général, j'ai beaucoup là-dessus. Pour moi, il y a Casey Kosovo, qui est style de science chez Google. Pour moi, je suis personnellement que j'admire. Pour elle, déjà, la définition de la data scientist, c'est quelqu'un qui s'est assez professionnel, qui a l'art de prendre de métier pour utiliser la technologie pour pouvoir aider les business à prendre des décisions. Par exemple, ce que tu as fait le problème, de détecter l'information frauduleuse, tu vois. On est dans la prise de décision. Maintenant, en termes de compétences, c'est pour moi, je pense qu'il y a le minimum. Franchement, la statistique. Devant sa chapelle, hein. C'est vrai, je suis statisticienne, donc, pour moi, les statistiques, c'est le base. Vraiment le minimum, et c'est mathématique. Un autre élément important, qui n'est pas statistique, mais comme il y a plus de mathématiques dessus, il y a aussi des machines qu'il faut utiliser. Donc, tout ça, moi, c'est vrai que c'est pas la même philosophie, mais vraiment, c'est ça. C'est pas pour moi, là, je te suis complètement, parce qu'en fait, je pense que si tu as le background en statistique, les modèles de machine learning, ça va pas forcément être évident, mais tu pourras suivre et tu seras pas perdu. Parce que une fonction qui prend la valeur 0 jusqu'à une certaine valeur et qui après devient une fonction linéaire, donc c'est des choses que tu as l'habitude de voir en statistique, des corrélations ou tout simplement de l'algèbre linéaire, des choses comme ça, où il faut que la matrice devienne orthogonale, des choses comme ça. Et t'as vu tout cela. Donc, même si c'est plus très dans ta tête, c'est quelque part dans tes neurones et tu peux retrouver, si tu dois relire des cours, des choses, tu ne seras pas perdu. Alors que c'est vrai que si on prend le chemin opposé, parce que quand on nous présente la data science de manière générale, c'est toujours avec ce diagramme de balles, donc il y a 3 boules, une où il y a un métier, une où il y a des skills de programmation, et une autre où il y a des skills de statistiques, mathématiques. Et si tu es statisticien, mathématicien, et que tu dois aller vers la programmation, bon, déjà à l'école, tu as déjà fait un peu de programmation en général, c'est pas de la vraie programmation, parce que c'est pas des vrais langages purs et durs. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de Python. Mais, souvent, c'est avec toi. Oh, je suis pas spécialement fan. Non, je suis pas spécialement fan. C'est juste que moi, j'ai voulu avec le temps. Tu vois, je suis un surfeur. Je prends la vague. Je prends la vague. Je suis un surfeur. Alors oui, pour revenir sur ce que je disais, tu as fait du SAS, t'as fait du R, donc t'es peut-être pas le meilleur programmeur, mais tu vas apprendre plus facilement à programmer. Alors que quelqu'un qui vient du domaine de la programmation et aller vers les mathématiques, il faut qu'il s'accroche. Après, peut-être pour rebondir, parfois, en fait, à fonction des métiers, on a plus besoin de mathématiques que de programmation. Et dans d'autres, peut-être c'est le profil, en fait, de programmeurs qui sont plus adaptés parce que la casquette de programmation aussi. Bon. Pas entièrement. Okay. Non, je suis pas entièrement d'accord parce que, certes, quand tu fais mais là c'est un débat, hein. Alors, quand tu fais
des modèles avancés. J'ai parlé de XGBoost ou de forêt aléatoire, neural network, comment on dit encore en français, c'est les réseaux de neurones. Oui. Les réseaux de neurones. Ok, tu lances un package, ça se fait tout seul. Tu comprends qu'il faut que tu sépares peut-être ton jeu de données en trois, le train, le test, la validation, tout ça. Mais quand même, si tu sais pas ce qui se passe derrière, tu vois, t'es quand même dérangé le jour où tu vas parler un peu avec le métier ou même quand tu passes des entretiens. Tu vois, quand tu passes, c'est compliqué si t'as pas un peu un minimum de connaissances. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que tu peux pas te dire data scientist ou même trouver facilement un poste de data scientist si t'as pas revu les mathématiques. C'est important. Oui, oui. Même si je les utilise pas tous les jours, mais quelque part, si je dois revoir un point en particulier, je sais que je pourrais y arriver. Ouais. Okay. Ah, c'est bon. Moi, je suis complètement d'accord. Pour le coup, la stat, c'est très important. Et programmation aussi, il faut apprendre. Et justement, au quotidien, toi, en tant que data scientist, quelles sont les outils que tu utilises? Est-ce que toi, tu utilises en fait, qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour ton métier? D'accord. Alors, aujourd'hui, ouais. Je me dirais plus data scientist. Aujourd'hui, je me dirais plutôt comme formateur. J'ai fait de la data science durant quand j'étais à la banque. Voilà, il y a encore un an et demi, je faisais de la data science. Aujourd'hui, je fais un peu plus de ce qu'on appelle du business analytics. Je fais aussi de l'advisory en data, c'est-à-dire du conseil sur quel type de technologie prendre, quel type d'infrastructure. Je m'intéresse un peu aux problèmes, aux équipes, quel genre de personnes tu as besoin de recruter, quel genre de profil pour arriver à ton but. Et je fais beaucoup moins de data science parce que je me suis rendu compte que dans l'univers dans lequel j'évoluais, les entreprises n'étaient pas encore prêtes forcément pour la data science, pour les modèles de machine learning. Ils étaient encore au stade où ils avaient de la donnée et puis ils se demandaient comment l'utiliser, comment rendre cette donnée disponible. Ouais. C'était plus de l'analytique en fait. Exactement. Et sur ce point-là, je pense que de nos jours, c'est vrai qu'on parle beaucoup de data science, mais dans la vraie vie, en général, ce dont l'entreprise a besoin, c'est juste que tu lui fasses un beau, parfois en fait, si tu lui fasses un beau dashboard qui lui permet de suivre ses KPI mensuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça. C'est ça. Je comprends. C'est ça, c'est vrai. Ok. Ouais, intéressant. Peut-être on peut parler peut-être de ta casquette de formateur. Tu es formateur. Ah oui. Alors là, je suis passionné. Non, mais ça, on pourrait en parler pendant 40-50 minutes. Sérieusement, j'adore. J'ai commencé à faire de la formation il y a maintenant 1 an. Pour dire vrai, en fait, je faisais de la formation même avant, quand je passais le bac et même à l'université. J'ai toujours donné des cours à domicile en mathématiques à l'époque. À l'université, j'ai donné des cours en tant que attaché de professeur. Je sais pas comment on appelle ça, attaché ou assistant, chargé de TD, voilà. À cette époque-là, j'ai donné en R, en SAS, et puis aussi un peu en mathématiques, régression, les premiers cours d'analyse. Et il y a quelque chose comme 2-3 ans, il m'a été possible, au sein des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, de commencer à faire des formations en R, parce qu'à la Banque de Luxembourg, c'était R, par exemple, qu'ils utilisaient. Et quand j'ai travaillé dans le public, avant, donc, quand je travaillais chez Sogeti, mais en mission chez le public, là, j'utilisais aussi pas mal R et SAS. Donc, j'ai quand même développé de bonnes compétences en R, et puis en SAS aussi, vu que j'ai passé au moins 3 ou 4 certifications. Mais ça, c'est le passé. Tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, à toutes les personnes qui nous écoutent, oubliez SAS. Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec toi.
On va discuter. Mais ça, après, par exemple, je suis en banque et en banque, on utilise encore ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, si vous n'êtes pas intéressé par la banque, oui, vous pouvez ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, en banque, dans pas mal de grands comptes, aussi, à l'État, aussi, il me semble que l'INSEE utilise encore SAS. Ils font de la migration de plus en plus vers R. Au jour où tout le monde fait vers Python, mais en effet, SAS, il y a encore des beaux jours devant eux, mais le problème avec SAS pour moi, c'est que c'est un logiciel qui est payant et pour se moderniser, ils ont essayé d'ouvrir à R et à Python, et en soi, pourquoi pas directement utiliser R ou Python? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça dépend aussi. Personnellement, je travaille à SAS parce que après, c'est vrai que quand tu es data scientist, c'est plus absolument cher. C'est gratuit. Ouais. Avec SAS, quand tu utilises une procédure Procore, peu importe, est-ce que tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur? Tu vois, c'est une boîte opaque, fermée. À l'heure où tout le monde est ouvert, tu vois, où tu trouves tout sur GitHub, avoir cette entreprise où tout est fermé dans une boîte noire, tu te dis, mais pourquoi? Ouais, je comprends. C'est bon. Ok, bah, je comprends pas, tu à fond, et c'est gratuit. Ah oui, l'open source, même, alors, je serais une très mauvaise pub pour Microsoft, parce que même Excel, j'utilise pas, j'utilise la version gratuite d'open source. Ah ouais? Oui, je suis à fond dans l'open source. J'ai pas de Windows. À l'époque où j'avais un ordinateur, parce que maintenant, ok, je suis sur Mac. Du coup, c'est quoi open source? Mais avant, j'étais sur Linux, quand j'avais un PC, c'est pas, c'est chacun son profil, quoi. Oui, chacun son profil et puis, sa philosophie. Ouais, je suis vraiment sur, tout ce qui est ouvert. C'est vrai que moi, en général, pour aller plus loin, j'utilise ce qui est à disposition à l'entreprise. Moi, mon avis sur ça, ce sera plutôt de dire, si tu es intéressé de travailler dans la banque, et que dans la banque commerciale, il faut à minimum déjà apprendre ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles utilise. Après, maintenant, j'ai une innovation qui propose tu montes la beauté des pitons, tu montes la beauté des gars. On se met sur ce pays. C'est ça. Et tu travailles aussi sur des projets personnels? Projets personnels. Là, les projets personnels, c'est plus sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que c'était là aussi, tu vois, le petit problème, c'est que si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est des API, vouloir créer ton propre chatbot, des choses comme ça, tu peux pas le faire sur ça. Tu vois, à moins que tu payes ta licence, bon, il y a SAS Studio qui est gratuit, je crois, maintenant. Je suis pas sûr. Je vais pas tester. Mais tu vas pas pouvoir créer ton chatbot avec SAS Studio, réussir à mettre ton code SAS Studio sur Heroku et puis après automatiser tout ça. Non, ça va être compliqué. Alors que avec Python, je veux dire qu'il y a deux langages qui sont entre guillemets universels. Maintenant sur le web, où tu vas trouver en lien avec ces skills. JavaScript. Parce que avec JavaScript, si tu connais un peu JavaScript, après connaître React, c'est pas si compliqué que ça, ou Angular, tu vois. C'est un autre step, mais c'est faisable. C'est comme si quand tu connais R et tu veux aller vers Python, c'est pas si compliqué que ça. Ah, c'est beaucoup plus simple. En Python, je trouve que Python est simple de base. Ouais. Parce que quand tu vois Panda, qui est la librairie de base pour utiliser de la donnée, elle était faite basée sur Tidyverse, sur dplyr, qui est une librairie de R, du coup. Et tu vois les similitudes, les group by, les filters. Ouais, c'est pareil. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui, par exemple, ne connaît pas R, ne connaît pas Python? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu recommandes? Je sais que ça, c'est qu'est-ce que tu recommandes d'apprendre en premier? Alors, je vais vous dire exactement le contraire de Natacha, surtout pas R. Non, je rigole. Alors, plus sérieusement, je pense qu'il faut aller dans le centre du marché. Ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression, si tu tapes data science ou un post data analytics, quelque chose qui s'en rapproche, sur LinkedIn ou ta plateforme de recherche préférée, dans la plupart des cas, tu vas trouver Python partout. Ouais. Donc, si tu connais Python, ça va être plus facile, je trouve, de trouver un emploi que si tu vas chercher, que si tu commences avec R. Mais, moi, j'ai trouvé, vu mon parcours, que je suis pas un programmeur à la base, R beaucoup plus facile et peut-être plus logique, parce que peut-être parce que j'ai grandi avec ça en tant que statisticien, tu vois, que mon expérience a évolué avec R. Alors pour moi, peut-être que R est beaucoup plus simple. Mais il faut aller dans le sens du marché, privilégier Python. Voilà. C'est très clair. faut penser pragmatique, hein. Ouais. Super. Ok, maintenant, je pense qu'on a beaucoup échangé sur ton beau parcours. Je voulais savoir s'il fallait, j'aime bien poser cette question parce que ça permet s'il fallait résumer tes 10 ans de carrière, parce que tu as 10 ans dans la data, c'est vrai que tu es plus formateur, tu as 10 ans dans la data. Quels sont les termes que tu utilises pour les résumer? Alors, si je devais utiliser un terme, ce serait peut-être évolution. Tu dois être capable d'évoluer parce que c'est un domaine qui change, qui mute et il faut constamment se mettre à jour. Je pense vraiment, des fois, j'ai vu une vidéo un jour d'une personne qui faisait la comparaison en fait entre une carrière dans la data et celle d'un sportif de haut niveau. Et il disait que oui, la data c'est du sport parce que c'est l'un des rares domaines où tu vas rentrer chez toi et ta journée ne va pas être terminée. Il va encore falloir que tu te formes, tu vois, que tu restes dans le domaine pour être sûr de rester up to date et à jour dans le marché. Il disait effectivement, et c'est vrai, moi je le vois, ça fait mais aussi c'est parce que j'aime ça. Peut-être que si j'aimais pas, alors j'aurais peut-être changé de carrière, ou je me serais mis dans une position, un endroit où j'aurais pu rester avec des skills juste en R et mes régressions, tu vois. Oui. Mais si t'aimes ça, alors il faut pas hésiter à toujours lire. Peut-être si t'es sur LinkedIn, abonne-toi à la page Le Point Stat. Natacha, à chaque fois, elle délivre des petits conseils de statistiques à gauche, à droite, la différence entre la corrélation et puis quelque chose qui est causal. Donc aussi tout ce qui est one hot encoding. Ouais, c'est le post que j'ai payé. Ah, tu vois, je suis aussi. Mais Kevin également, je pense que quand tu parles des réseaux sociaux, je pense qu'il faut qu'on parle de tes activités sur les réseaux sociaux. En plus d'être formateur, tu es très présent sur TikTok, tu es présent sur LinkedIn. Une question qu'une personne ne peut pas se poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu parles sur ces réseaux sociaux? D'accord. J'aime beaucoup la question. Ouais. C'est très simple. Ouais. Alors, lorsque tu veux être formateur, tu as besoin de visibilité. D'accord. Mais comment je sais que en tant que formateur, tu es meilleur qu'un autre? Que vraiment tu as les connaissances, qu'on peut te faire confiance? Aujourd'hui, on a la chance avec Internet que tout le monde puisse avoir sa plateforme gratuitement. La seule chose que tu as à faire, c'est délivrer du contenu. Et après, le public va décider. S'il estime que c'est de qualité, eh ben, au bout d'un moment, on dit que le travail paye. Donc, les likes, les gens qui vont te poser des questions, ça va venir tout seul. Et puis les followers aussi. À côté de moi, Natacha, je crois que c'est plus de 6000 followers. Moi, je suis encore un petit dans le game, hein. Mais j'arrive fort. Abonnez-vous à cette page YouTube. Abonnez-vous. Mais non. Et, bah, ça, c'est intéressant ce que tu dis, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit. En plus, tu demandes la permission à la personne avant de faire ton post. Et cette expérience, comment il y a une difficulté que vous personnellement, on va demander également, c'est que, c'est ça que, en fait, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Comment tu as fait cette barrière? Qui est la plus difficile, je pense? Effectivement. Là, c'est parfait comme question. C'est parfait parce que tous les jours, c'est une question que je me pose. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Je me pose la question,
ouais, là, on rentre dans mon intimité, mais je le dis, c'est-à-dire que j'ai encore quelque part ce syndrome de l'imposteur en me disant, mais, ok, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans la data maintenant, que j'ai un bac plus 5, J'ai panique maintenant. J'ai panique. Non, mais j'ai un bac plus 5 en statistique. Pour certaines personnes, ce sera beaucoup. Pour moi, j'estime que, en fait, dans mes études, j'ai jamais été non plus un top étudiant. J'étais correct, mais j'ai pas fait une grande école comme toi. J'ai pas eu de PhD. Donc, quelque part, ça me rend humble dans ce que je fais. Et oui, j'estime que ce que je montre sur les réseaux sociaux, toi-même, tu pourras me donner ton avis, mais je trouve à chaque fois que c'est des choses simples. Je montre pas des choses qui sont vraiment pour moi, hein. Je montre à chaque fois des choses qui sont pas compliquées. Et donc, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont être intéressés par ça? Parce que c'est vraiment des choses simples. Mais au final, oui. Parce que, on a de la chance que pour ce moment, la data, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en transition, qui veulent changer de carrière. Et toutes ces personnes-là, alors, lorsque tu écris sur des choses que peut-être toi tu trouves simples, parce que ça fait 10 ans que tu le fais, d'autres personnes disent, ah, mais oui, waouh, merci beaucoup. Quand je donne des petits indices en SQL, peut-être pour pouvoir écrire plus facilement, plus rapidement, ou toi, par exemple, tu expliques des différences entre les corrélations et puis la causalité, des choses comme ça. Pour toi, c'est peut-être évident, plus pour d'autres personnes, c'est pas mieux. En plus, quand tu donnes des exemples, ah, c'est parfait. C'est pourquoi je t'ai suivi tout à l'heure. Oui, dis-moi. C'est parce que j'ai à peu près la même impression. Et puis j'ai posté la même sur les réseaux sociaux. Oui. Et tous les jours, quand je fais un post, il y a deux écoles qui avancent. C'est vrai, avec les temps statistiques, c'est pareil, c'est un peu moins prononcé au départ. Il y a plus cette peur de me dire, est-ce que c'est vrai, c'est vrai. Mais plus tu partages, plus tu prends cette confiance. Et j'étais obligée, mais avec ça d'expérience, avec ce. Ça fait pas 10 ans que je partage aussi, c'est ça. C'est tu vois. Donc, en fait, c'est intéressant. Et c'est associé un message que moi j'aime bien partager à tous ceux autour de moi. C'est vrai, vous n'avez pas de. Vous avez tous. Même, je trouve, même avec ça d'expérience, on a que société, ça ne on n'a pas grand chose à raconter. Mais tout le monde veut défiler quelque chose à raconter. Il faut juste se faire confiance. Aussi briser cette barrière qu'on se met soi-même. Ça, c'est mental et partager. Effectivement, on est tous uniques. Les posts qui ont le plus d'impact, même la fois où tu m'as contacté, c'est lorsque tu partages ton expérience personnelle. Si tu peux ajouter peut-être ton expérience professionnelle, tes compétences, avec ta petite touche personnelle de ton vécu, alors là, c'est jackpot. Exactement. Et du coup, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça, la formation, ton dépôt et cette post sur LinkedIn, sur TikTok, tu arrives à... Moi, je trouve, est-ce que tu n'as pas de vie privée? Est-ce que tu passes ton temps? C'est vrai que ma vie privée, il y a plein de choses que j'ai diminuées. Okay. Bon, par exemple, tout ce qui est série Netflix, il y a encore 3-4 ans, je suivais un peu. Maintenant, ça fait un moment que j'ai pas été au cinéma, que je regarde pas Netflix. Bon, là, c'est la Coupe du Monde, donc je m'accorde quelques jours. mais sinon, j'essaie de diminuer les choses qui sont le moins utiles. Ce que j'appelle la perte de temps. Quand je prends le bus, par exemple, pour me déplacer et tout, c'est là où j'essaie de réfléchir à mes posts, d'écrire des brouillons. Une chose que je fais jamais, c'est-à-dire que si je dois publier un jour, j'écris jamais le post le journal. J'écris toujours la veille. Et le lendemain, le matin, je relis. Parce que je trouve que dormir, ça m'aide. En fait, ça m'apaise. Et ça me permet d'avoir une nouvelle vue, une vue plus fraîche le lendemain. Je relis le post. Ça me prend en général 15 minutes. Et après, je le publie. Donc, et dès que j'ai une idée, j'ai quelque chose, que je sois à la salle de sport ou au travail, directement, je note sur Notion. Notion, si vous connaissez pas, c'est la plateforme que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont me payer pour la publicité gratuite que je fais. Il n'y a pas de je blague. Alors, mais ça, c'est pour tous les auditeurs qui nous suivent. Je conseille Notion, c'est super parce que c'est une plateforme où vous allez pouvoir écrire vos notes, mettre des liens YouTube,
même créer des graphes, ou des tableurs Excel, mais moi j'utilise vraiment pour les notes. Et c'est centralisé en fait. Ah, d'accord. À la fois sur ton téléphone portable, tu peux avoir l'application, sur ton ordinateur, sur une page web, ce qui fait que où que tu sois, tu peux toujours accéder à ton Notion et mettre à jour tes notes. Contrairement à ton téléphone, si tu prends tes notes sur ton téléphone, elles sont pas après sur ton ordinateur ou sur une page internet. Je ne dis pas, mais je vais tester. Ah, je recommande vraiment le tester, c'est l'adopter. Ah ouais. Tu peux mettre des images, tu peux tout mettre dedans. Intéressant. Donc, tu arrives vraiment à bien être organisé à ce niveau. Ouais. Ah, mais tu as un podcast, mais ça. Oui, merci beaucoup. C'est vrai. Alors, j'ai un podcast que j'avais démarré, donc, il y a maintenant 1 an. Je crois que c'était en novembre 2021, septembre-novembre 2021. J'ai arrêté la première saison en avril 2022, donc j'ai quand même tourné 25 épisodes. Seulement, ça me prenait beaucoup de temps pour tourner ces épisodes. Et après, heureusement, enfin, tant mieux pour moi, j'ai eu quand même pas mal de demandes de clients, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour tourner de nouveaux épisodes de podcast. Mais, à la place de tourner des épisodes de podcast, je suis sur TikTok. Intéressant. Et le nom de Kevin, un data worker aussi, peut-être aussi. Voilà, exactement. Donc, vous avez compris, data worker, c'est le podcast, vous avez data worker sur TikTok, sur LinkedIn. C'est Kevin que vous pouvez suivre directement et c'est principalement ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, il y aura le lien, justement, en bas de cette vidéo, en description, www.data-workers, workers en anglais avec le s.com, et vous avez accès à tous les contenus. Génial. Super. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Avant de se quitter, parce qu'on a déjà parlé pas mal de sujets intéressants, j'aimerais juste que tu donnes peut-être, il y a un sujet que j'aime bien aborder sur ma chaîne parce que je pense que ce sera tabou dans la société. Ouais. J'aime bien, toi, tu as beaucoup d'expérience en tant que data scientist. Souvent, toi, aujourd'hui, un débutant qui n'a pas fait une grande école d'ingénieur, un débutant en data science au Luxembourg, combien est-ce qu'il peut gagner? On dit souvent que le data science, c'est il y a beaucoup d'argent. Combien est-ce qu'on gagne quand on fait ce métier-là au début de sa carrière? Aïe, tu veux me faire parler salaire, là? Ouais. Tu veux que j'ai le fisc sur le dos, c'est ça? Non, mais c'est pas dans salaire. Je crois bien, j'ai compris la question. Alors, il y a quelques années, je vais parler de mon expérience. Quand j'ai commencé au Luxembourg en tant que statisticien, et là j'avais déjà quelques années d'expérience, c'est autour de 40 000 euros. Je pense 42, peut-être qu'aujourd'hui il y a eu l'inflation, peut-être 45, je sais pas, mais en général, même après l'inflation, les salaires ne montent pas aussi vite que l'inflation. Donc alors je pense, sans sortir de grandes écoles, entre 40 et 45. C'est intéressant comme ça. En fait, c'est très intéressant. Avant de se quitter, parce qu'on a beaucoup échangé, est-ce que tu as un dernier mot à donner à ceux qui nous suivent? Quels sont les conseils que tu peux donner à tous ceux qui veulent se lancer à la data science et même à ceux qui sont déjà dans le domaine? Qu'est-ce que tu peux leur dire? D'accord. Donc, juste si je peux te poser une question, parce que 40-45 000, c'est au Luxembourg quand on démarre, mais en France, tu as une idée du salaire plus ou moins en tant que data science quand on démarre? En France, je pense que ça peut toucher. Ou du moins quand tu sors en début de carrière, c'est autour du temps. Donc ça sert à rien de partir au Luxembourg pour espérer gagner plus d'argent. D'accord. C'est vrai. Ça, je savais pas. J'ai trouvé une image au Luxembourg, c'est beaucoup plus. Mais en vrai, à France, tu peux bien avoir cette somme. Mais partout en France, on va parler. Ah bah. Ouais, hein, je pense aussi. Donc, pour répondre à ta question, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est apprenez. Ne cessez jamais d'apprendre. Même les soft skills, donc que ce soit apprendre à parler en public pour mieux partager ses idées en entreprise, pouvoir faire des présentations PowerPoint. Je sais, dit comme ça, c'est pas forcément intéressant, mais si vous voulez communiquer avec le métier, mieux partager ce que vous avez fait, savoir faire des bonnes présentations PowerPoint. Au niveau des hard skills,
Alors, il y a plein de plateformes. Il y a Udemy, Coursera, il y a aussi les MOOC, les grandes écoles américaines, françaises qui proposent des cours qui vont vous permettre d'avoir encore plus de skills. Et surtout, le dernier point, le plus important, c'est mettez-vous à l'anglais. Parce qu'il n'y a pas de data science sans anglais. Vous voyez, est-ce qu'on parle de data scientist, on parle pas de scientifique de données. Exactement. Wow. Effectivement, l'anglais, c'est vraiment la base de tout, en fait. Et même pour te rejoindre, aujourd'hui, même quand tu fais ta formation, les meilleurs contenus, pas pour les francophones pour le contenu, mais quand tu cherches un cours en ligne, tu vois, c'est la personne en anglais, donc, se mettre en anglais, c'est effectivement important. Oui. Et, je sais que, il y a plein de personnes qui vont chercher du contenu gratuit. Si vous voulez du contenu gratuit de qualité, en général, c'est plus facile de le trouver en anglais qu'en français. Et peut-être aussi un dernier point. Là, c'est pas tant en tant que conseil, mais c'est vraiment au niveau de la carrière. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la data. Je peux pas vous dire exactement combien je gagne, mais je peux vous dire que c'est plus ou moins plus que 100 000 euros. Et si j'ai cela, je m'estime pas comme un génie. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Je pense vraiment que j'ai pas fait forcément de grandes écoles. J'ai juste travaillé, accepté le fait que je connaissais pas tout, toujours mettre mes connaissances à jour, accepter le challenge et voilà. Vous irez même plus loin que moi. Wow, c'est super important ce que tu dis parce que c'est un message, comme ça, la femme me touche personnellement parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Me dit, écoute, Natacha, j'ai pas fait une grande école. Est-ce que tu penses que je peux être recrutée dans la banque? Et ma réponse à chaque fois, c'est oui, j'ai des collègues qui ont fait des grandes écoles, ils sont très performants. Et là, encore, quand je t'avais sur ma chaîne, je sais que je ne vais pas te le parce que si vous partagez ce message-là à tout ce qui me suit, c'est que vous êtes capable, vous allez y arriver, il suffit de vous donner des moyens. Bien sûr, celui qui a fait les écoles d'ingénieur qui sont, il est peut-être avantagé de la société. Mais c'est maintenant à vous de créer des chances et d'avoir confiance dans vos capacités. Et vous allez arriver. Oui, complètement. Je pense que, en effet, si tu fais une école d'ingénieur, l'avantage avec les écoles d'ingénieur, c'est que déjà, tu rentres dans un cercle, dans un réseau. Et si je travaille en France, par exemple, eh ben, il y a des grilles où tu as des salaires par rapport à la sortie des écoles, tout ça. Et forcément, le Luxembourg, donc c'est pas la France. Alors, il n'y a pas ces grilles-là. Mais si t'as pas fait de grande école, ça veut pas dire que c'est fini. Parce que bon, je pense qu'on regarde vraiment toutes ces écoles, ces grilles et tout, quand t'as pas beaucoup d'expérience. Et plus t'as d'expérience, plus on va regarder plutôt à quelle entreprise t'es passé. Et comment tu fais pour entrer dans ces entreprises? Eh ben, t'as pas le choix. Il faut que tu mettes tes compétences à jour, que tu fasses des projets. Et ensuite, on dit que seul le travail paye. Seul le travail paye. Donc, merci beaucoup encore, Kevin, d'avoir cette introduction. Là, nous arrivons à la fin. Est-ce que tu as beaucoup à dire? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Kevin Rosamo Combo, sur TikTok, ce sera Kevin Rosamo, ou encore, vous pouvez voir des formations si la data analytics vous intéresse sur mon site internet www.data-workers.com. Tout sera en description de cette émission. Exactement, donc n'hésitez pas à suivre ces pages. Moi, ce que je veux dire, c'est des choses qui étaient très intéressantes, c'est que le monde évolue. Tout évolue, donc n'hésitez pas à remettre la nature comme il est. Donc, aujourd'hui, c'est le langage de l'information, c'est l'adaptation. C'est aussi la loi qu'il faut vivre. Apprenez l'anglais, c'est super important. Savoir communiquer au-delà des aspects techniques, statistiques, mathématiques, comportement dans les sciences, c'est super important. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, à commenter si vous voulez passer un échange. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, si ça fait plaisir, ça fait. Mais davantage en avant la vidéo YouTube. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tous les éléments sont en description et abonnez-vous. Bye. Bye.